Bonjour, on va commencer. Merci Yves d'être là. Je vais commencer par accueillir, bien sûr, et remercier nos invités, Bruno Santer et David Vianney. Et puis aussi nos partenaires qui sont là aujourd'hui et qui ont fait le chemin jusqu'à nous. À commencer par Pierre-Antoine Chardel, qui est son laboratoire Ethos, c'est-à-dire éthique, technologie, organisation de société. Vous voyez qu'on retrouve des mots aussi dans le titre de ce séminaire. Donc Pierre-Antoine Chardel de l'Institut Télécom et aussi sa collègue Marie-Christine Monge, qui sont venus donc d'Evry et de Paris, et puis surtout le laboratoire Ethos qui est à l'origine de ce séminaire, et puis saluer et accueillir aussi Nicolas Rosette du Festival national imaginaire des technologies, et son collègue Hervé Perrard qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est le maire adjoint d'Evry et avec lequel on organise aussi ce séminaire. Entre Paris, donc c'est un séminaire qui est entre trois lieux différents, entre Paris, l'Institut Télécom, Evry, l'ENSIE, donc l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise. Donc les séances d'Evry, elles auront lieu dans cette école. Et puis Reims, ici. Donc il y aura 2 séances à Reims, 2 séances à Paris et 2 séances à Evry. Et peut-être une, la dernière, à la New York University in Paris. En juin, qui est la NYU de France, qui est aussi un de nos partenaires, ainsi que le laboratoire de recherche de CERCES. Voilà. Donc, comme vous le savez, on a commencé l'année dernière à développer un partenariat avec l'Institut Télécom et plus particulièrement Télécom, École de Management des Télécoms Sud Paris, qui sont 2 écoles de l'Institut Télécom, autour du design graphique multimédia, mais en fait c'est un partenariat qui s'ouvre aussi à d'autres domaines du design, autour de problématiques qui sont celles des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication, et puis aussi jusqu'à l'éco-design, donc c'est une brochette assez large de problématiques de recherche, et puis aussi des programmes de recherche comme le programme FIRST qui est en jeu. Donc pour nous, je répète un tout petit peu ce qu'on a dit à la première séance, puisque vous ne connaissez pas, mais vous pouvez la consulter aussi en ligne maintenant. Le partenariat, il est pour l'ESA une très belle opportunité d'interroger la relation de l'ingénieur et du designer, notamment, puisque notamment TSP est une école d'ingénieurs. Et à travers tous les projets communs qui sont en train de se monter, c'est l'occasion aussi de tenter un rapprochement qui a l'air assez évident comme ça entre le designer et l'ingénieur, mais qui n'est pas si évident que ça, parce qu'il engage des manières de faire et de concevoir qui sont finalement très différentes, notamment par rapport à la technique et par rapport au projet. Donc un projet d'ingénieur et un projet de designer, ça ne se monte pas du tout de la même manière. Et puis c'est aussi des manières de faire et de concevoir qu'on essaiera de conjuguer, comme je l'avais suggéré à la première séance. Donc je voudrais aussi vous rappeler, pour les étudiants qui sont là, qu'il y a 3 de vos enseignants qui sont très impliqués dans ce partenariat et dans ce séminaire, à savoir Olaf Avenatti, Christian Pori et Mathieu Ersam. D'ailleurs, Olaf a inauguré la première séance le 12 décembre dernier, et puis Mathieu et Christian, bien sûr, qui participent aussi aux réunions, à l'élaboration du séminaire, et Mathieu qui interviendra le 12 mars à Paris, aux côtés de la philosophe Brigitte Minier. Donc voilà ce que je voudrais faire, comme c'est un séminaire, donc il y aura plusieurs séances, c'est qu'à chaque séance, on fait un petit résumé de la séance précédente, comme ça vous permet de voir d'où aussi pour vous qui prenez le train en route, de faire un petit résumé de cette séance. Donc Pierre-Antoine Chardel a ouvert le séminaire en rappelant le contexte philosophique dans lequel il s'inscrit au sein du laboratoire Ethos, c'est-à-dire à la suite de recherches qui touchent aux implications à la fois éthiques et politiques des technologies de l'information et de la communication, donc les fameuses TIC,
et en insistant sur le fait qu'on n'a jamais affaire à des techniques seules, mais à des techniques associées à du logos, à du langage, du discours, donc à des technologies qui inscrivent toujours la technique dans une culture. Voilà. Il a aussi rappelé l'importance de considérer ces questions dans leur contexte, un contexte social notamment, qui engage un certain rapport à l'innovation, à l'imaginaire, et qui risque, selon Castoriadis, d'être canalisé, qui peut être réduit même jusqu'à un simple appareil de télévision dans une chambre. Enfin, alors corrigez-moi si j'ai fait des erreurs dans ce résumé. Ce qui revient donc à interroger ce à quoi rêvent les usagers. Une des questions centrales de ce séminaire, ça sera aussi d'imaginer, enfin de chercher à comprendre ce à quoi rêvent les usagers, les praticiens, si on veut faire la différence entre l'usage et la pratique. Et puis l'importance d'une réflexion éthique globale. Voilà. Puis ça revient aussi à engager une réflexion par rapport à la notion même de design. C'est là que ça nous intéresse encore plus particulièrement. Ce qu'il disait, c'était notamment par rapport au design industriel, quand il est appauvri par les logiques de consommation de masse et qui doit faire l'objet d'une quête de sens. Cette quête de sens qui est dans le titre aussi du séminaire. Donc voilà, pour Pierre-Antoine, l'un des enjeux principaux, c'est de, je cite, questionner l'orientation que l'on souhaite donner au développement de nos sociétés, ainsi que la production de sens qui est à l'œuvre quand les technologies deviennent l'enjeu d'appropriation esthétique. Voilà. Ça, c'était pour Pierre-Antoine. Moi, j'ai fait aussi une petite introduction plus axée sur la notion d'imaginaire, parce que je pense qu'elle est extrêmement porteuse pour vous, designers ou apprentis designers, parce qu'elle met en jeu le premier matériau dont les designers, dont vous servez, à savoir l'image dans une approche qui est à la fois visuelle et conceptuelle, qui est d'abord visuelle et conceptuelle, mais aussi visionnaire dans le sens où elle engage l'imagination et l'imaginaire, c'est-à-dire tout ce que le philosophe Willem Berger considère comme un vaste territoire d'images sans consistance, sans structure et sans fonction. Donc cet imaginaire qui fait une sorte d'intermédiaire entre la perception et le monde et qui ne peut pas être strictement formulé, structuré en mots et en concepts. Donc un imaginaire qui est une matière informe et qu'il s'agit aussi d'essayer de comprendre, de mieux saisir. Voilà. Et tout ça pour dire que ce avec quoi le designer travaille, son premier outil, c'est donc un mode non linéaire de traitement de l'information, du savoir et des idées, et puis qui nous amène à penser que finalement l'innovation, de toute façon, elle est indissociable de l'imagination, puisqu'elle utilise aussi les mêmes chemins de traverse, les mêmes raccourcis. Voilà. Donc, si on reprend l'idée de Bachelard, pour bien imaginer, il faut d'abord beaucoup rêver, dans le sens d'une rêverie créatrice, c'est-à-dire par opposition à une imagination, une rêverie reproductrice. Et cette imagination, cette rêverie créatrice, elle permet d'élargir et d'ouvrir la perception du monde. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important quand il s'agit d'envisager l'imaginaire en lien avec les technologies, puisque ça implique que l'innovation, c'est aussi le fruit d'une imagination qui est productrice, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, une imagination qui est aussi autonome, organisée selon des agencements qui sont vraiment infinis, aussi improbables, et puis incalculables, donc aussi difficilement analysables. Il faut toujours saisir ces deux choses-là en même temps, et ça la rend aussi quelque part irréductible. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense, comme Pierre-Antoine d'ailleurs, que le séminaire qui fonctionnera globalement à chaque fois sur le modèle de la rencontre entre un théoricien et un praticien nous permettra aussi d'élargir ce qu'il appelle le champ des appropriations esthétiques. Voilà. Et puis Olaf. Alors Olaf fait une grande intervention en traitant la question de la relation du design et du designer à l'imaginaire, ou aux imaginaires.
en rappelant d'abord ce qui est propre aux pratiques artistiques par rapport aux pratiques de design. Donc, il y avait beaucoup d'exemples, notamment la position centrale et focalisée de l'œuvre d'art qui serait comme un puits à imaginaire, par opposition au paysage des objets du quotidien qui produiraient comme un bruit de fond, je reprends ces termes, dans leur omniprésence et puis leur diversité dans notre quotidien. Donc il a ensuite posé la question du sens de lecture de ces objets, selon qu'ils sont plus ou moins signifiants, plus ou moins bruyants, comme il dit, donc des objets qui sont très signifiants ou très bruyants, ou plutôt normaux, voire super normaux, évidemment en référence à l'exposition dont il a parlé, et en prenant aussi beaucoup d'exemples. Et puis enfin, il en est venu aborder l'espace très particulier qui nous intéresse ici, en particulier, à savoir l'espace numérique, l'espace des écrans, et qui représente des enjeux nouveaux, des enjeux d'orientation et de représentation notamment, et puis surtout maintenant des enjeux aussi de communication. Donc, d'où la question fondamentale pour lui de notre avatar numérique, qui se constitue de toutes les traces qu'on laisse sur le web, et qui nous a fait passer en quelques années du statut d'émetteur de données à celui de données, comme si nous étions nous-mêmes des pixels, notamment par la géolocalisation. Donc, il dit que ça doit nous amener, vous amener en tant que designer, à vous poser une question toute simple mais fondamentale, qui reprend d'ailleurs à Enzo Mari, qui est celle de son point d'interrogation de que faire. Alors, in fine, il a proposé de mettre en œuvre des stratégies de résistance intellectuelle, en s'inspirant par exemple de la figure du hacker comme contre-pouvoir, de celle de l'artisan du numérique qui développe et fait évoluer sous nos yeux des dispositifs comme les Fab Labs par exemple, et qui sont aussi associés à une autre figure incontournable de cette résistance, qui est celle du citoyen, bien entendu, sans laquelle aucune résistance n'est possible. Donc voilà, tout ça afin de penser et de dessiner un nouveau paysage de la normalité. Donc voilà, en gros, vraiment très rapidement les enjeux qui ont été passés à la première séance. Et voilà, je voudrais dire un petit mot de nos deux invités avant de leur laisser la parole. D'abord David Biani, qui est maître de conférence à l'université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, rattaché au laboratoire Calisté. Alors c'est quoi Calisté? C'est un laboratoire en 18e section qui regroupe des unités en histoire, en art, un vaste laboratoire qui concentre beaucoup d'enseignants, chercheurs, beaucoup de chercheurs de recherche sur plein de disciplines de sciences. Donc rattaché au laboratoire Calisté, directeur d'atelier de projet à l'ANSSI, mais aussi designer consultant et fondateur de l'agence de création FX Design Studio, FXDS. Donc il est docteur de l'université de Paris 1. On a fait une partie de notre doctorat ensemble d'ailleurs. Et ses recherches, qui sont en pratique et en théorie du design, portent principalement sur l'étude des nouvelles interfaces utilisateurs, donc des interfaces cartographiques, tangibles, adaptives, relationnelles, etc. etc. Donc, le titre de sa communication est tout à fait séduisant, je trouve, Mesh Design, même si je ne sais pas exactement encore ce qu'il entend par ce Mesh Design. J'ai bien compris qu'il s'agissait de conception et de production créative, qu'il s'agissait d'imaginer des nouvelles dynamiques collectives et associées à plusieurs niveaux sur des réseaux d'intelligence individuelle et interconnectés, maillés, distribués, répartis, etc. Et des dynamiques donc, qui préfigurent aussi d'autres approches et d'autres méthodes de conception, de production, de nature participative, contributive, coopérative, collaborative, voilà tout ça. Mais bon, je pense qu'on en parlera beaucoup mieux. Peut-être je vous présenterai après la fois. Merci Patricia, merci à vous tous pour cette invitation à participer à ce séminaire. Je suis ravi de vous parler de vous ce matin. Je le suis d'autant plus, d'ailleurs, je dois dire que j'ai choisi donc, de vous parler, en
tout cas de vous inviter plutôt à une réflexion que je crois, du moins j'espère, stimulante, consacrée d'une part aux évolutions et transformations récentes des processus qui règlent aujourd'hui l'activité de design, et d'autre part, et conséquemment, on pourrait dire, aux nouveaux résultats et bénéfices que cette activité est dorénavant en mesure de produire ou de délivrer. Aussi donc, j'ai pensé intéressant, enfin je vous laisserai en juger, hein, vous me direz, d'interroger de manière implicite, peut-être un peu en filigrane, la place des imaginaires dans la conception créative en formulant un certain nombre d'hypothèses sur l'avenir et le futur possible et peut-être probable, on verra, de notre métier, de notre pratique. Alors, plusieurs des termes qui seront présentés, au moins affichés sur ces diapositives, sont en anglais. La traduction s'avérant parfois un peu difficile, complexe. J'ai en tout cas préféré laisser les termes dans leur langue d'origine. J'espère que ça n'entravera pas la bonne compréhension du contenu. Si ça devait être le cas, évidemment, je vous invite à m'interrompre, peut-être à revoir ces points aussi après dans le moment de la discussion. Alors, pour cette présentation, j'ai prévu de procéder en deux temps. Le premier visera à présenter certaines des récentes initiatives et tentatives de réforme, de rénovation aussi, du process design, tant du point de vue des méthodes de travail, des méthodes de conception, de production, que du point de vue des visées pratiques et finalités d'usage. Et puis le second temps sera, lui, consacré, en tout cas ce sera l'occasion plutôt, on va dire, de dresser des perspectives et de formuler un certain nombre d'hypothèses structurantes, on va dire, d'un nouveau modèle, un nouveau paradigme de conception que je propose de baptiser ici le Mesh Design, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Alors, concevoir, ou bien plutôt, on pourrait dire, reconcevoir le processus de conception et de production en design, voilà la tâche éminemment complexe que s'assigne aujourd'hui bon nombre de designers qui peuvent être à la fois intégrés dans l'entreprise ou non, on va le voir. Imaginer, explorer, créer, ce sont peut-être d'abord les phases amont du processus de design qui sont aujourd'hui au centre de cette nouvelle tentative de réforme. On note dès lors deux principales conduites de l'innovation, par ailleurs tout à fait complémentaires, on va le voir aussi. Celle d'une innovation dorénavant distribuée, en référence ici aux nouvelles méthodes et stratégies de conduite de l'innovation en entreprise, qui ouvrent, hein, vous savez, une collaboration élargie et qui prône ce qu'on appelle une adocratie, ici nouvelle. Nous montrerons que cette innovation encourt l'émergence d'une démarche de recherche et d'exploration par le design, en design mais par le design, on va le voir, qui est baptisée Prop Design, et puis également celle d'une innovation ouverte, distribuée, partagée, laquelle soutient et encourage, nous verrons également, une démarche dite d'open design que vous devez déjà connaître en partie. Alors voilà déjà là, on peut dire, deux des directions peut-être les plus prometteuses. Alors cette conduite d'une innovation distribuée, premièrement, eh bien celle-ci entend d'une part engager le développement d'une démarche d'innovation très largement collective au sein de l'entreprise, qui rompt du même coup d'ailleurs avec le modèle de consultation hiérarchique assez classiquement pratiqué jusqu'alors, et d'autre part ouvre à la constitution d'un vaste réseau de compétences à la fois internes et externes à l'entreprise. Il en va des sous-traitants, des consultants externes mobilisés dans le cadre de diverses collaborations, de laboratoires publics, privés, etc. etc. Alors, fort d'un tel contexte, eh bien, le design tend à se structurer ou à se restructurer, orchestrant et canalisant alors les participations et contributions de chacun. Eh bien, il définit ce qu'on pourrait appeler une sorte de milieu de culture pour l'aménagement d'un terrain à la fois fécond et fertile. En fait, le design devient, d'une certaine manière, pourrait-on dire, à la fois initiateur, fertilisateur, mais aussi pollinisateur. Il crée, en quelque sorte, les conditions et modalités qui conduiront à terme
à la concrétisation de nouveaux projets. Alors pour ce faire, il déploie une nouvelle approche et démarche de conception exploratoire visant d'abord, en priorité, l'investigation de pistes et de perspectives nouvelles. Alors il s'opère une transition, en tout cas c'est comme ça que je le formule, une transition entre d'un côté une démarche de design qui serait centrée sur des développements court-termistes, relativement court-termistes, qu'on peut appeler ici Future Proofing Design, et puis une démarche ouverte, dédiée à l'exploration d'un très large faisceau de propositions et d'orientations possibles qui renverrait à cette appellation ici de Future Proofing Design. En d'autres termes, il conviendrait là, quelque part, de se détourner de la préparation du prochain produit ou service à venir, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fameux NBT, vous savez, the next best thing, la prochaine chose à faire, hein, ce qui vient le coup d'après, quelque part, ce qui vient juste après. Il convient également on va dire, de dépasser le cadre de formalisation d'un concept de produit ou service à la fois identifiable et identifié, ce qu'on pourrait appeler un futuril, une sorte de futur projectile ou à visée projectile, déjà un peu marqué dans les visées de conception formulées, dont le design s'emploierait, avec maîtrise, à incarner, en tout cas il s'emploierait à incarner ce concept, assurant ce difficile équilibre, mais toujours évidemment qui signe la pratique de design, entre expression créative d'un côté et puis synthèse fonctionnelle de l'autre. Alors en fait, il s'agit plutôt, contrairement à ce que je viens d'indiquer, de permettre l'exploration de concepts porteurs pour venir, pourrait-on dire, au travers de la création de ce que j'appelle moi, ce que je propose d'appeler ici des protoformes, c'est-à-dire des formes premières, non tout à fait d'ailleurs éloignées de ce que Scarman Paré appelle des formes contingentes, c'est-à-dire des formes qui échappent, du moins pour un temps, à toute réalité objet, produit ou service, et qui spéculent sur un devenir possible d'objets ou de services encore en suspens. On pourrait dire sorte de forme à la fois spéculative et poétique, c'est-à-dire qui doutent, et qui maintiennent cette espèce d'état de tension. Alors il y a différents acteurs qui s'illustrent dans ce champ. En priorité Philips, on va le voir dans quelques instants, mais aussi Microsoft, Vodafone, Nokia, l'agence Caliorel, Frog Design et d'autres encore. Alors, vous découvrez justement ici l'image du dernier projet réalisé par Philips dans le cadre du programme justement intitulé Frog Design, qui est dirigé par Clive Van Heerden et qui aussi sous la direction de Jacques Mama, de son artistique Jacques Mama. Alors ce projet se propose de sonder, d'interroger les possibilités de rénovation de l'espace domestique, tant du point de vue de la gestion et consommation d'énergie que de la diffusion et répartition de la lumière dans l'habitat, ou bien encore de la conservation des aliments. Alors pour Philips, le process est suivant. En une première étape, on peut appeler une phase de diagnostic, qui consiste à repérer ce qu'on appelle aussi des signaux faibles, des domaines qui sont jugés impactants pour l'entreprise, c'est-à-dire relatifs au périmètre marché de l'entreprise, mais pas seulement d'ailleurs. Philips s'intéresse aussi à des domaines ou des cadres qui dépassent uniquement le périmètre business, on pourrait dire, de l'entreprise. Alors comme la politique, l'économie, la culture, l'environnement, les technologies, bien sûr, etc. Et puis en deux, il s'agit d'identifier les principaux vecteurs de transformation qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire les courants, les tendances, les dynamiques, mais aussi les ruptures. Et puis enfin, il s'agit de créer, de mettre en forme et de créer donc des maquettes, des prototypes de formes qui empruntent les qualités des formes dont je viens de parler juste avant, qui sont des protoformes qui offrent de cristalliser, on va dire en un sens, certaines des perspectives et pistes de développement possibles. Des pistes et perspectives qui concourent, toutes par anticipation, à produire les conditions et effets d'une expérience à la fois éclairante, mais aussi différenciatrice. Alors nous avons vu là très rapidement les visées d'une démarche d'abord exploratoire, puis d'une exploration créative, possiblement nouvelle,
Intéressons-nous juste maintenant, à présent, à cette deuxième conduite de l'innovation que j'ai indiquée tout à l'heure, dite ouverte, augurant aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un véritable règne de l'amateur, selon l'expression consacrée. À la fois figure, posture, encore archétypale, se voyant progressivement dotée des pleins pouvoirs, à la fois des pleins pouvoirs de recommandation, de préconisation, mais aussi, on va le voir, de conception et de production. Alors ce règne, dorénavant annoncé comme inéluctable, eh bien, fait ici référence d'une part au développement d'une innovation désormais ouverte, distribuée et partagée, qui confère une plus grande légitimité à cette posture, jusque-là jugée un peu inconfortable, de professionnels amateurs, et puis d'autre part à une philosophie et politique de démocratisation nouvelle des compétences. Alors, voici là un premier exemple de projet un peu instigateur, initiateur d'une telle ouverture des compétences. L'agence The Astonishing Tribe, TAT, que vous connaissez sûrement, qui, avant d'être intégrée ou rachetée par la société RIM, avait engagé en 2010 une exploration de design consacrée à l'étude de nouveaux potentiels offerts par des technologies OLED. Vous savez, ces technologies nouvelles qui ont beaucoup d'avantages par ailleurs, mais qui offrent du coup de concevoir des écrans souples, à la fois sur substrat flexible, conformable, souples, etc., et qui sont dotés d'une très grande luminescence, mais ils ont plein d'autres qualités, donc peu de dégagement de chaleur, etc. Donc cette investigation en appela alors à la contribution et participation massive des concepteurs, en herbe et, on va dire, plus aguerris. Chacun vient là apporter une vision un peu singulière des bénéfices qu'ouvrent ces nouvelles technologies. Après quoi, eh bien l'agence, en tout cas l'ensemble de ces propositions adressées par la communauté se voit donc prise en charge au sein d'un scénario vidéo global composé par l'agence TAT, qui offre une sorte de synthèse à la fois riche et tout à fait convaincante d'ailleurs, qui trouve là la formalisation qui fait synthèse et qui montre tous les potentiels qui ont été ouverts par la communauté. Alors un autre exemple ici, et non des moindres, puisqu'il s'agit de la fondation Mozilla, qui en appelle cette fois aussi à sa communauté que l'on sait très active, et qui vise là à sonder les diverses possibilités fonctionnelles, formelles et interactionnelles qui seraient susceptibles, de porter un futur browser ou un futur OS web. Et donc l'agence Adaptive Path est donc missionnée par la Fondation pour réaliser un premier scénario vidéo qui offre une première vision créative. Après quoi, la communauté Mozilla s'est emparée de cette proposition, l'alimentant à son tour de vision nouvelle et venant tantôt compléter le scénario premier, tantôt affirmer la direction qui a été prise par l'agence. Il en ressort là, vous voyez à travers ces quelques images ici, un très large faisceau de propositions, à la fois très riches, très intéressantes et très variées. Alors voilà qu'une telle ouverture à la compétence nous ramène, en tout cas presque immédiatement, à ce que j'appelais le domaine que j'indiquais tout à l'heure, à l'émergence de ce design ouvert, à cet open design, qui travaille précisément à essayer d'élargir le fameux modèle open source. Alors celui-ci, ce modèle-là, répond à deux principes majeurs. Le premier répond notamment à la mise à disposition libre et gratuite de fichiers sources, numériques sources, sous licence Creative Commons. Et puis le second porte attention à l'emploi de matériel, d'équipements, de conception et de production non propriétaires, c'est-à-dire non spécifiques, qui autorisent et qui encouragent par elles-mêmes toute démarche et initiative de conception partagée. Alors la démarche d'Open Design entend alors soutenir une conception possiblement modulaire, qui joint ainsi des méthodes de fabrication additive. Par là, en fait, il s'agit de considérer, on peut dire ça de cette manière, c'est-à-dire considérer tout objet non comme une entité indivisible, mais bien plutôt comme un agrégat d'éléments séparables, dissociables les uns des autres, sorte de puzzle, de Lego, de mécano, qui ouvre à une multiplicité d'approches de conception, de production et aussi d'assemblage. Alors vous connaissez Ronen Kadushin, designer israélien, fervent défenseur de son modèle, qui a d'ailleurs rédigé un manifeste sur ce thème, sur cette pratique.
et qui élabore des objets dotés d'un squelette de forme simple et facilement réformable. Tout objet renvoie là à un agencement de plans, de surface qui sont raccordés par ce qu'il appelle des connecteurs. Alors, un autre acteur que vous connaissez aussi sûrement, Thomas Lemay, plusieurs de ses acolytes scandent au effort « Oui, nous sommes ouverts, nous sommes libres », etc. Thomas Lemay est designer belge, définit lui aussi à son tour, et cette fois-ci, un véritable système, on pourrait dire un système d'élaboration et d'exploitation d'objets, par l'OS. Un système ou un cadre de travail qui permet une conception modulaire, mais surtout combinatoire, qui ouvre à d'infinis agencements de pièces, de modules fonctionnels, et qui pointe là surtout d'innombrables possibilités ou finalités d'usage possibles. On voit notamment sur ce schéma ici, édité par la société WAG, on comprend aisément en tout cas que les bénéfices d'un modèle comme celui d'Open Design, qui par le fait même de composer une alternative puissante au process de la grande série, marque la possibilité d'une profusion de propositions qui ne cèdent rien de leur singularité, de leur unicité, on pourrait dire de leur authenticité. On parle, vous l'aviez expliqué d'ailleurs, d'artisanat technologique, c'est-à-dire qu'on voit qu'on associe à la fois la puissance de réalisation de l'industrie de masse, des process qui visent à l'industrie de masse, à la spécificité et l'authenticité des objets qui perdurent et qui restent ancrés dans cette production. Profusion, multiplicité, en même temps préservation de la singularité. Alors nous avons vu là quelques poussées ou initiatives réformistes qui touchent au process amont, aux phases amont plutôt du process design. Voyons à présent ce qu'il en est du côté du faire. Alors on voit deux tentatives de réforme des outils et méthodes de production qui apparaissent, qui font jour. Premièrement, celle du Fab Labbing, que vous connaissez bien, je présume, associée à la conception paramétrique, ainsi qu'au credo do it yourself, et puis celle qu'on appelle Designware, qui engage le développement de plateformes logicielles dédiées à la fabrication et à la programmation d'objets connectés. Alors prenons tout d'abord le cas du Fab Lab, des Fab Labs. Ce type de laboratoire, vous savez, d'un genre relativement nouveau, qui définit d'abord un espace de fabrication ouvert à un très très large panel d'acteurs, qu'ils soient expérimentés ou non, composant d'une certaine manière l'édifice d'un projet social. Il est avant tout un lieu d'émancipation qui croise apprentissage, rencontre et puis partage de connaissances. Il donne accès à des outils de production, à des outils de production et de fabrication qui allient rapidité, flexibilité, puissance et puis aussi robustesse. Les Fab Labs soutiennent la formation de communautés locales, actives, qui préfigurent, alors évidemment à moindre échelle, bien sûr, de nouvelles organisations sociales productives. Pour ce qu'il en est du modèle Designware, ce dernier entend s'appuyer sur un environnement complet d'outils logiciels, des systèmes, des briques, des kits de conception et développement d'objets et de services connectés, des objets et services qui brassent des très larges quantités de données hétérogènes, allant des données captées, récoltées, aux données produites et générées par les actions des utilisateurs. Dès lors, cet environnement compose de nouvelles plateformes délivrant de multiples accès à la fois fonctionnels mais aussi informationnels. Alors prenons un premier exemple de plateforme. Ici, la solution Ponoco, que vous connaissez, qui propose à n'importe quel concepteur, aguerri ou non, de mettre au point un nouveau produit logiciel et électronique. Pour cela, il convient très simplement de réaliser un certain nombre de plans de conception depuis, en tout cas sur la plateforme, de retenir ensuite une liste de matériaux et de composants nécessaires à la fabrication. Et on peut aussi dialoguer avec le nombre d'experts qui sont présents sur la plateforme, qui on échange sur tel ou tel composant, tel ou tel matériau, etc. Ensuite, on passe commande et on reçoit par colis, par la poste, l'ensemble des éléments à assembler, à monter et à construire. Je vais très vite, mais un autre exemple ici intéressant, la plateforme Builder, que vous devez aussi pour le connaître,
qui repose sur une très très grande communauté de créateurs, concepteurs, ingénieurs, designers, artistes, etc. Cette plateforme propose ici de mutualiser la participation de chacun autour de divers projets, qu'il s'agisse de projets de résolution de problèmes de conception, de production, de mise en œuvre, ou bien encore des projets qui mènent à l'invention de solutions techniques nouvelles. Mais plus largement, l'intérêt de Builder, c'est qu'il propose de tester, d'expérimenter de nouvelles méthodes qui permettront à terme une complète modularité ou interopérabilité. Moi je parle de synergie entre divers systèmes logiciels électroniques. Voilà ce qui est en jeu, en tout cas dans cette plateforme. Au-delà de la puissance de cette communauté à répondre ensemble à des problèmes que chacun soumet, des projets que chacun soumet, il y a cette volonté de trouver les méthodes et les règles pour faire en sorte que ces systèmes donc logiciels électroniques soient encore plus compatibles. Peut-être qu'on a le temps, peut-être qu'on n'a pas tout à fait le temps, mais une vidéo qui vous présente un peu le concept de Builder. Builder is a new community for artists, designers, makers, builders, thinkers, prototypers, or anybody interested in working in the world of electronics and code. Builder is actually quite different from other sites in the DIY community. It's not about showcasing work and showing people how they can make it. It's about getting your ideas done as simply and quickly as possible. It's about breaking down complex ideas into small modules that can be built and made by anybody, regardless of their skill level. In order to accomplish this, we've taken away the idea of the single author and we've replaced it with a community. So instead of having 100 articles that are all very similar, each one missing one critical piece, you have one article written by those 100 people that is very detailed and includes every piece of information you need. But again, Builder is not about single projects. It's about building blocks. It's about taking small pieces of information and showing how they can be connected. Take, for instance, on another site, you might learn how to make a headlight that's powered by the bicycle. And on other sites, you might find an article on doing exactly that. But on Builder, you wouldn't. You'd find an article on how to make the generator, an article on how to make the headlight, and you can choose to put them together. But you could also choose to put that headlamp with the battery or take that generator and connect it to a horn. And so now you have more ideas from less articles. As if that wasn't good enough, Builder actually takes this idea so much further. Instead of just having articles on just making these individual modules, you'll also have articles on individual components. So if someone's reading one of these articles and doesn't know what an LED is, they can click on it and find out all about one, including where to purchase them. So say you've come up with a project that needs a color sensor. You can go through the site and find all the different color sensors that are out there, and then find out exactly how you hook them up. But a lot of these sensors also need code to get them working. And a lot of people today are working with PICs and Arduinos and other microcontrollers. But we've thought of that too. When a user comes to an article for an individual component that requires code to hook it up, Builder's got you covered. But not just the code you need in the language you want. Builder was built specifically so that a single project could be written in multiple languages. Bon, j'arrête là, mais vous aurez raison de regarder la vidéo. Vous avez compris effectivement qu'à travers même ces solutions d'approche multilangage, on a déjà une possibilité d'accès extrêmement vaste. Donc la vraie volonté de ce projet, c'est d'essayer de trouver les ressorts, les moyens pour trouver encore plus de synergie dans la manière de produire et de concevoir ces objets. Alors, un autre exemple ici, qui n'est pas tout à fait équivalent, mais qui rentre dans ce cadre, qui est PatchB, qui est développé par Usman Hack, que vous devez connaître aussi, qui est une plateforme qui offre cette fois d'exploiter, de mettre à disposition de tous des données qui sont captées, différents capteurs un peu partout dans le monde, et ces données sont ensuite, en tout cas peuvent alimenter ensuite un certain nombre de produits et systèmes logiciels. Usman Hack parle en tout cas déclare que ces données sont pour lui le pétrole de l'Internet. Donc il y a une mine, en tout cas une richesse de l'ensemble de ces données qui sont captées, qui sont intéressantes pour produire effectivement de nouveaux services applicatifs. Totalement. Il y a plein d'autres systèmes et plateformes comme ça, il y a Sensorpedia aussi. Un autre exemple ici,
projet, la plateforme développée par Violet, qui s'appelle OpenSense, qui offre de mashuper, en tout cas d'agréger, de faire circuler, on pourrait dire, plusieurs flux de données entre diverses catégories d'objets connectés, afin de concevoir des écosystèmes informationnels nouveaux. Il peut s'agir d'objets quotidiens, domestiques, etc. Tout un tas d'objets sont ici raccordables, connectables entre eux à travers tout un tas de données échangées. Je passe très vite, mais vous aurez l'occasion de pouvoir rencontrer ces projets. Alors abordons à présent une troisième et dernière partie ayant trait aux tentatives de réforme du processus design avant de passer à ce que je vous avais indiqué tout à l'heure, la formulation d'hypothèses. Alors il s'agit de s'intéresser aux transformations ici en aval du processus de design. Deux tentatives sont à repérer, vous pouvez peut-être connaître par ailleurs. La première, intitulée Design Sharing, qui touche à l'autorité d'une nouvelle posture de consommateur-acteur. Posture joignant alors une toute nouvelle forme de consommation qui est appelée consommation collaborative, laquelle inaugure un autre modèle économique fondé presque essentiellement, d'ailleurs, sur la notion de partage. Cette nouvelle dynamique collaborative entend s'appuyer sur un déplacement du curseur dans le couple concepteur-usager, faisant entrer ce dernier, donc l'usager, dans la sphère de contribution jusqu'alors réservée aux concepteurs et experts. Il s'agit également d'encourager le développement d'une approche, je l'ai dit tout à l'heure, participative et contributive plus large, qui encourt une plus grande acculturation, on va dire, créative, mais aussi une sorte de dissémination d'idées, de pratiques et d'usages. Et puis il s'agit aussi de mettre en place, en tout cas de former un macro-réseau d'échanges communautaires qui donne lieu à d'autres formes de réunion des savoirs et des cultures. Ça, c'est aussi un terme important dans cette transformation. Ainsi, il en va d'une nouvelle dynamique de la réciprocité du faire ensemble. Celle-ci soutient un projet social d'éducation à la sensibilité créative. Pas de désir sans imagination, Spinoza. Le conatus spinoziste. Une espèce d'effort en même temps participer au fait de joie et de plaisir. Et puis cette même dynamique situe la possibilité d'une économie créative de la transformation, essentiellement fondée sur le régime de l'expérience, et qui rompt du même coup avec celui guidé par la convoitise, qui ménage, vous savez, un certain désir de propriété. Alors voici un premier exemple qui marque, je crois, assez bien les enjeux de cette nouvelle dynamique de la réciprocité du faire ensemble. Il s'agit du projet porté par la société Culture Kitchen, laquelle entreprend d'engager un partage d'expériences autour d'un savoir-faire culturel et fortement identitaire que représente la cuisine, un sujet que vous connaissez bien ici. Alors, il ne s'agit pas là de dispenser des cours de cuisine, de préparation culinaire, pas du tout. Il s'agit là plutôt de trouver le moyen d'identifier, on pourrait dire, les règles et préceptes d'une démarche nouvelle de réflexion et de conception créative partagée. Il faudrait entrer dans le détail pour voir comment tout ça se met en place, mais il y a des pratiques, il y a des techniques et des procédés que nous sommes tous, que nous pratiquons tous à certains niveaux, et donc l'idée c'est de partir de ce terreau-là pour essayer de construire des process et des méthodes de conception collective. Par ailleurs, il y a d'autres avantages sur ce projet, le fait que des personnes, des immigrants peuvent du coup faire partager leur culture. Il y a une espèce de brassage culturel qui est extrêmement intéressant et vecteur aussi de pas mal d'éléments de transformation du faire ensemble. Un autre exemple, un projet qui s'appelle Give and Take, qui ne propose pas non plus des cours de couture, mais qui définit un processus relativement élaboré de récupération de biens vestimentaires usagés. Ces biens sont donc ensuite repris comme des matériaux dans le cadre de workshops créatifs, de design textile par exemple, mais aussi d'ateliers de réflexion qui visent à essayer d'envisager le différent réemploi de ces matériaux. Et puis il y a d'autres formes qui sont aussi envisagées, comme le don aux plus démunis, aux plus déshérités, mais aussi le principe du troc, qui fait aussi partie d'une espèce de transaction dans le process créatif, qui est intéressant aussi. Donc, un projet intéressant
dans la manière dont il va essayer de convoquer cette espèce de participation collective avec des ressorts créatifs nouveaux, et encore une fois, un ensemble qui s'élabore dans ce projet. Un tel réseau de partage s'accorde plus largement à cette nouvelle dynamique de consommation collaborative que j'indiquais tout à l'heure. Nouveau mode de consommation égale ou renvoie à un nouveau modèle économique, celui du pair à pair, du peer-to-peer, que vous connaissez par ailleurs. Il en va là d'un changement de paradigme affectant la sphère privée et publique, concevoir, produire et consommer autrement. Il s'agit de ça. Ceci peut-être pour une plus grande responsabilité individuelle et collective face à la surconsommation et en particulier pendant cette période de discussion que l'on connaît. Encore un exemple intéressant, peut-être vous connaissez, qui a été plus médiatisé, peut-être il y a eu un peu plus de communication, le projet Good Gym. Celui-ci est né de l'idée lumineuse d'inviter les joggeurs du dimanche, que nous sommes tous, pour la plupart, je suppose, à se rendre utiles sur leur parcours sportif. En fait, il s'agit là d'assurer le transport de biens, d'équipements et de produits divers à destination de personnes seules, isolées, ou à mobilité réduite, par exemple. Un projet extrêmement intéressant et qui a un très vif succès. Un autre projet, que peut-être vous connaissez aussi, qui s'appelle Skillshare. Et celui-ci nous invite au partage de connaissances et de savoirs croisés. Chacun d'entre nous est détenteur d'un savoir, ou peut-être d'un savoir-faire. Eh bien, Skillshare nous propose ici de troquer cet apport de connaissances avec d'autres. Voilà. Il y a d'autres initiatives comme ça, elles se multiplient, et en France, je crois qu'il y a aussi un autre service un peu équivalent qui arrive. En tout cas, donc voilà, quelque chose qui est assez intéressant. Une autre initiative que je voulais marquer là, qui est un peu en marge, mais qui s'accorde au sujet, assez originale et révélatrice, je trouve, en tout cas, de cette instauration d'une nouvelle dynamique dont je parlais tout à l'heure. L'université Pierre et Marie Curie, voilà, l'université, on connaît, qui délivre depuis 2009 un diplôme universitaire et aussi un master spécialisé en éducation thérapeutique. Il s'agit là de permettre à des ex-patients, auparavant atteints de maladie chronique, de valider leurs acquis de connaissances sur la maladie, en vue d'apporter leurs services auprès des patients, mais pas seulement. Ils peuvent aussi former un certain nombre de personnel soignant à la prise en charge des malades. Prise en charge d'abord psychologique, mais aussi pas seulement. Il y a une connaissance, une certaine connaissance, on ne remplace pas les équipes soignantes, mais il y a une certaine connaissance de la maladie et de l'endurance aussi au quotidien de même de la prise médicamenteuse, tout un tas de choses. Donc c'est une posture un peu étonnante, c'est-à-dire un peu à l'interstice de patients experts qui comblent peut-être un vide entre le malade d'un côté et puis les équipes soignantes de l'autre. En tout cas, ce n'est pas anodin, si vous voulez, qu'une formation, que des diplômes sanctionnent aujourd'hui un champ de connaissances comme ça un peu intermédiaire. C'est assez réel. Alors j'en viens à présent, et j'ai terminé là-dessus, à la dernière partie de l'exposé en faveur de la formulation d'hypothèses. L'approche conceptuelle Mesh Design soutient, en tout cas tire ici parti, de l'ensemble des initiatives que je vous ai rapidement présentées ici de réforme du process design. Elle propose surtout d'associer et de faire converger à la fois création, transformation et partage. Voilà, si on devait atteler un certain nombre de mots-clés pour essayer de définir cette démarche, cette approche conceptuelle, on y associerait ces trois termes que j'ai présentés un peu succinctement dans les parties juste avant. C'est en quelque sorte la fin, depuis longtemps programmée, de la posture de consommateur, usager, utilisateur passif. Bon. Cela en direction de nouvelles dynamiques collectives marquées, tu le disais tout à l'heure, d'intelligence interconnectée, maillée. C'est l'émergence de ce que j'appelle des phénomènes éruptifs, des phénomènes pollinisateurs, atomisés et plus atomisés. Là aussi, les termes ont du sens. Il ne s'agit pas d'avoir une espèce de fragmentation éparpillée, mais plutôt de trouver de l'unité dans cette fragmentation. En tout cas, ça renverrait une espèce de compréhension nouvelle de l'unité d'action, on pourrait dire. C'est l'avènement d'une société créative qui atteste de nouvelles formes de conception et de production participative, collaborative, spontanéiste, tu l'indiquais. Je pense que ça, c'est une partie intéressante aussi, que les choses peuvent surgir très très rapidement et avec beaucoup de spontanéité, mais aussi coopérative et collaborative, etc. Design the undo, voilà un tétra. Concevoir ce qui se défait, ce qui se démonte. Il revient aujourd'hui de concevoir peut-être des entités objectables qui sont fractionnaires, on pourrait dire.
des objets, produits ou services qui sont à redéfinir, à réorienter, à reconcevoir, profitant d'un cycle de vie incrémental, perpétuel, qui entraîne de multiples reprises successives. Vous voyez un peu là où je veux aller quand j'indique ces termes-là. Je mets la possibilité, en tout cas c'est une hypothèse, d'un métafonctionnalisme qui offre de passer d'une intégration de fonctions à une répartition et distribution en réseau ou système de fonctionnalité. On pourrait dire d'une architecture objet ou produit au développement d'une séquence presque génomique de l'objet. Cet objet dès lors composite, parfois hybride, en direction d'une espèce d'ADN formel ou fonctionnalité. Alors du fonctionnalisme au métafonctionnalisme, où on pourrait dire de l'idée d'achèvement succéderait alors celle d'une relève par la pratique. Le fonctionnalisme de Vitruve à Louis Sullivan considéra qu'il se trouve une fin à toute idée d'objet, fin qui détermine par là même l'utilité dans l'apparence. Eh bien, le métafonctionnalisme, engageant une relève, considérerait alors qu'il ne peut y avoir une particularité en soi de l'objet, de forme close sur elle-même, mais bien plutôt ce qu'on pourrait appeler des formes progressives et progressantes qui font tout le jeu d'un apparaître toujours en cours et opérant. On pourrait dire en faveur d'un acheminement du devenir objet. Et dans ce cas-là, eh bien, l'utilité ne saurait être posée comme une propriété fermée, mais comme une formation progressive, peu à peu élaborée par une pratique. C'est pour ça que je parlais de praxis politique tout à l'heure, c'est qu'il y a une espèce d'agencement, d'attelage possible entre une pratique qui structure et qui réforme aussi l'objet dans ses composantes formelles, fonctionnelles et interactionnelles. Ceci autoriserait peut-être de parler de mise en itinérance de l'objet, pointant là son expérience, son endurance, qui est vouée au tourment des reprises de formes successives, je le disais tout à l'heure, éventuellement aporétiques ou toujours en tension. Réglant quelque part en chacun de ces états un mode de relation objective, eh bien l'utilité se laisse penser ici comme l'élément d'actualisation des ressources formelles possibles vers un objet utilisable, c'est-à-dire ouvert à des usages et non plus clos sur un usage, on va dire comme ça, en direction d'un usage à venir qui n'est pas répétitif de l'actuel, mais qui est, si on prend le néographie de Derrida, en différence, qui situe la différence dans cette espèce d'entre-deux, entre renouvellement d'un côté et puis différenciation de l'autre. Alors, quelques projets évidemment intéressants et qui nous éclairent sur cette voie, mais qui ne sont pas la concrétisation complète de ce que je viens d'avancer ici. Mais des projets intéressants. The Toaster Project de Thomas Twites, que peut-être vous connaissez, qui est un personnage assez rigolo, assez intéressant aussi, et qui propose un petit peu, en tout cas, make things from scratch. Donc voilà le challenge que se propose de relever ce designer en expérimentant le processus qui conduit à la fabrication d'un grille-pain, un objet extrêmement archétypal aussi de lui-même, mais création de matériaux, en tout cas création de l'ensemble des matériaux, alimentation en énergie, moulage, assemblage des pièces, etc. Il expérimente quelque part l'ensemble du processus poétique d'élaboration de formes objectables. Voilà ce qu'il fait. Par une fusion des deux modes existants des objets à la fois produits et pratiqués, il montre et puis constate par là que les pratiques de production de l'objet déterminent les structures et logiques de la réception. Voilà. Et on peut se dire que peut-être le fait d'engager des pratiques réformistes qui touchent à la structure même de l'objet permettent justement d'engager d'autres formes de réception. C'est peut-être là aussi le gain qu'il y a trouvé dans le faire et dans ce faire ensemble, dans ce refaire. Oui, il y a une vidéo, mais on n'a peut-être pas le temps de la voir, je vais la passer. D'autres initiatives intéressantes sont à noter aussi, en faveur de cet ADN de l'objet dont j'ai parlé tout à l'heure, le projet Akeria, qui vise la création de Fab Labs d'un genre nouveau, centré ici sur l'expérimentation biologique et chimique. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même cadre, mais enfin, on fait des choses quand même aussi avec des gens qui ne sont pas forcément expérimentés et initiés. Il y a des process et des façons de travailler ensemble qui sont possibles. Mais ce que ce type d'initiative entend à démontrer, c'est que peut-être un mariage entre ce qu'on pourrait appeler poiesis et génésis est peut-être possible. C'est une hypothèse un peu dure à soutenir, mais enfin,
si on fait la métaphore du vivant, on peut peut-être aller jusque-là. Et puis il y a d'autres projets qui nous intéressent dans ce champ-là aussi. C'est le projet Pitch, qui montre, en tout cas qui propose d'opposer le do-it-yourself au grow-it-yourself, qui signale que les nouveaux protocoles et modèles de production tendront progressivement à infléchir sur le processus de développement du vivant. Voilà une façon de faire du réformable, de l'adaptable, etc. C'est-à-dire de travailler directement avec une matière qui elle-même porte cette agilité vers le vivant, avec une composante structurelle malléable et adaptable. Alors j'ai indiqué tout à l'heure design the undo, on pourrait dire pour continuer, undo, redo, il s'agit de refaire, de défaire, hein, de reprogrammer ce faire. Dans le cadre de ce schéma de développement perpétuel, la forme suivrait dès lors la pratique. C'est une espèce de... Bon, évidemment, c'est chargé d'histoire, etc., ça dit des choses, mais ça porte cette praxis politique dont je cite. D'une découverte de potentiel non encore révélé au développement ininterrompu de formes inédites, il naîtrait alors la possibilité d'une, on pourrait presque aller jusque-là, une correction de l'obsolescence des futurs objets et produits qui sont délivrés. En faveur d'une régénération créative, si on veut vraiment filer la métaphore biologique jusqu'au bout. Et quand je dis corriger l'obsolescence, c'est qu'il y a effectivement un cycle qui autorise une existence continuelle, hein, réformable de l'objet, et l'objet a des états. Voilà. Et donc du coup, c'est ces états qui conviennent de reprendre et de poursuivre dans le temps. Et puis si on continue, on peut même dire qu'on peut penser des modèles d'entreprise qui sont des modèles d'entreprise sans production. Alors ça ne renvoie pas au concept d'entreprise sans usine, hein, qui prône la délocalisation massive, mais c'est des usines des entreprises qui proposent de déplacer la valeur économique en direction de cette nouvelle économie de la fonctionnalité. On en a un peu parlé, il faudrait détailler un peu plus, mais c'est ce décalage-là qui s'opère. De cette rupture pourrait naître alors un nouveau système de valeurs qui rompt avec les valeurs classiques, les valeurs marchandes, les valeurs d'échange, les valeurs d'usage, en faveur de valeurs comme des valeurs de transformation, de conversion, des valeurs d'adaptation ou d'appropriation, mais aussi, comme il s'agit de pouvoir faire ce travail de trait d'union ou de partage, des valeurs de transmission et de dévolution, etc. Alors je terminerai avec quelques exemples rapides qui permettent de penser ce développement d'entreprise justement de cette nouvelle révolution industrielle qui pourrait s'annoncer par ce cadre-là. La société Bug Labs qui commercialise un kit d'outils logiciels et matériels, plug and play, et qui permet de composer toutes sortes d'objets produits électroniques. Alors il réforme ainsi toute logique de fragments de produits, et ce kit complet qu'il propose permettrait presque à lui seul de composer, en tout cas de répondre à l'ensemble de nos besoins en équipement. Voilà. On pourrait faire un travail de construction permanent avec l'ensemble de ces briques de composants. Vous voyez ici apparaître des claviers, un certain nombre d'afficheurs, on va avoir des modules qui sont des accéléromètres, du GPS, etc. La construction même du terminal téléphonique va être totalement morcelée, et donc ces briques, on pourrait être composées complètement. Et ce modèle-là est intéressant à observer comme objet composite. Ça, c'est il reste combien de temps? Bon, ok, donc je présente juste une petite vidéo, puis je vais la couper et après Each Bugbase is a programmable computer with a CPU, RAM, and rechargeable battery. On the front, there's a small LCD with button controls. On the back, USB, Ethernet, micro SD memory slot, and serial interface. Program Bugbase to build your gadget with the Bug SDK and BugNet. www.buglabs.net. Bugbase also has 4 slots for any combination of bug modules. This is a bug module called Bug Motion. It has 2 components, a motion detector and an accelerometer. Ça rejoint un peu les idées que j'évoquais tout à l'heure de synergie entre différents systèmes. Donc il y a des espèces de plugs qui font que ces composants sont rattachables, et en même temps on peut imaginer des architectures systèmes qui très facilement vont pouvoir comme ça s'amplifier et développer le cadre fonctionnel de l'objet par cet agrégat. Bug locate lets bug track its GPS position. Je vous laisserai regarder, vous avez compris le principe, mais un
deux exemples, et puis après je termine. La société Changers.com, que vous avez peut-être déjà rencontré, qui commercialise un micro-chargeur solaire qui permet d'alimenter en énergie nos différents équipements du quotidien, baladeurs, téléphones, tablettes, etc. Pas des grosses choses bien sûr, mais bon, des choses que l'on travaille en permanence. Cette première brique fonctionnelle est quelque part une des pièces, ou la première pièce d'une boîte à composants multiples qui nous conférerait une certaine autonomie d'emploi et d'usage. Alors, vous direz, on est toujours dans ce cycle de consommation, enfin, de production de produits, etc. Mais il me semble qu'il naît là quelque chose par cet objet qui nous donne une certaine autonomie dans le fait qu'on peut produire de l'énergie ici. Il y a peut-être quelque chose qui naît là, qui n'est pas inintéressant à observer comme modèle de proposition. Et puis pour finir, puis j'arrêterai là, un peu un clin d'œil, la réalisation de véhicules électriques, de ce véhicule électrique qui a été mené conjointement par 50 sociétés qui n'appartiennent absolument pas au domaine de l'automobile, qui ont quelque part bypassé ou contourné les acteurs de référence, mais qui peut-être démontrent par ce fait-là, si vous voulez, qu'il y a bien une puissance, il peut y avoir de nouvelles puissances de ces acteurs, de ces nouveaux acteurs, qu'on pourrait dire des entreprises agiles, qui peuvent se monter en structure et en coopération très rapidement pour concevoir des biens, des services qui sont réformables, mais qui naissent comme ça de cette union. Ce serait peut-être ces acteurs, en tout cas, de cette économie, de la fonctionnalité de cette formation. Merci beaucoup. Et à l'esprit, quand tu parlais de ces c'est l'espèce de tricot. L'espèce de tricot de faire, refaire, défaire de l'ordre des modèles qui existent. Et une des questions qui se pose dans la vie, c'est aussi, alors d'abord par rapport à ce que tu disais sur l'état fonctionnaliste, c'est-à-dire sortir des formes closes, des objets des formes progressives et progressantes, et ça me faisait vraiment forcément penser à l'existence des techniques. Donc je me suis demandé si c'était un projet de Simondon, donc Gilbert Simondon qui dans cet ouvrage parle de ce mode d'existence des objets techniques qui serait un mode d'existence qui sort tout simplement plus les objets sont fermés en eux, plus ils sont automatisés et moins ils sont autonomes. Et donc qui vise à chaque fois à rendre les objets techniques le plus autonomes possible, justement en les sortant de l'automatisation. Donc, et puis aussi un modèle de réflexion sur, par exemple, le moteur, sur tout ce qui est des pages entières de réflexion sur la façon dont fonctionnent les moteurs, par exemple, et de quelle façon ils sont le plus autonomes possible. Et donc, forcément, c'est un modèle philosophique. Complètement, la référence simondienne, elle est essentielle dans cette... Mais en même temps, c'est depuis Simondon, et depuis la découverte de Simondon, que finalement, il y a aussi une épaisseur sur ces sujets. Et puis, on a... je cite rapidement Stiger, je connais bien, mais évidemment. Et là, on sent un faisceau convergent dans ce sens-là. Et puis, on voit qu'on relie aussi, on fait référence à Julie Marais aussi, sur une certaine manière aussi de relire l'objet par cette idée de fragmentation. Finalement, cette espèce de vue déployée, un peu cubiste de l'objet, cette espèce de fragmentation, elle dit peut-être des choses sur la finalité qu'on veut donner aux objets. C'est-à-dire cette espèce de prise comme ça multiple. Donc en fait, cette dynamique-là que tu indiquais simondienne, peut-être d'origine simondienne en partie, eh bien, elle naît un peu dans différents esprits qui permettent de relire certaines œuvres, certaines pratiques, certains objets, et puis ça rejaillit sur le faire. Et on constate d'ailleurs des projets artistiques qui reprennent ce même principe et qui essaient justement d'autoriser à ce que, voilà, c'est une dynamique installée de toutes parts. Mais oui, tu as raison là. D'autant que c'est un petit peu grâce aussi à Simondon qui a eu les premiers cours au lycée de technologie, c'est-à-dire à savoir on est entouré d'objets techniques dont on ignore tout du fonctionnement, donc si on veut vivre en bonne harmonie, disons, avec tous les objets dont on est complètement ignorant de l'intérieur, autant essayer de les connaître. Donc ça c'est vraiment une fonction hyper importante. Exactement. Qui est aussi celle qui rejoint les dynamiques de Fab Lab et compagnie, qui vise à démocratiser en fait la connaissance de l'intérieur des objets techniques. Ça, c'est vraiment fondamental aussi pour nous dans nos pratiques, puisque à
partir de ça qu'on peut aussi en faire quelque chose. On disait de manière schématique que l'intérieur de l'objet appartient à l'ingénieur, l'extérieur à l'utilisateur. Donc cette peau, cette espèce de surface objectale de l'objet, une espèce d'entrave d'un côté comme de l'autre, et quelque part, même en tout cas pour l'utilisateur et pour l'usager, de pouvoir entrer dans l'intérieur même de l'objet. Mais c'est même pas seulement au sens figuré, c'est-à-dire que dès qu'on ouvre une caméra, par exemple, l'intervention qu'on peut avoir sur l'intérieur d'une caméra, par exemple, par une photo ou quoi, vous retire la garantie. Par exemple, dès qu'on rentre dans la coque d'un objet, il ne nous appartient pas. Enfin, vraiment pas, pour de vrai. Pour de vrai. Et alors ma deuxième question que je voulais poser, c'est est-ce que finalement toutes ces logiques qui se veulent en opposition aux logiques industrielles de la grande industrie, est-ce qu'elles le sont vraiment finalement? Parce qu'on voit aussi que les entreprises intègrent vite ces modes, au fond du mode d'interactivité, d'ouverture, d'open source, etc., comme tu disais avec Philippe au début. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que ça va être un peu intégré comme ça, un peu récupéré par la grande industrie en proposant des pseudo-modèles d'open source, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie initiative qui part justement des utilisateurs, des citoyens, des artisans du numérique? Moi je pense que ce que j'indiquais là, c'est qu'on a tendance à indiquer qu'il faut faire, en tout cas partager ce faire, il faut, voilà, on est dans cette dynamique assez vertueuse de dire faisons ensemble et donnons les moyens aux gens de faire, etc. Et puis, de manière un peu déceptive, on se dit ah, mais ils ne produisent pas des choses intéressantes, alors finalement, ce modèle ne marche pas, etc. Et en fait, ce qu'il convient peut-être d'observer, c'est que c'est un travail général qui concerne aussi l'éducation à la société créative qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire nous amener collectivement ensemble à produire des choses et à être capable de produire des choses de valeur ensemble. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, sur le devenir de l'industrie dans ce cadre-là, je pense que si ce modèle se réalise, il doit se réaliser par encore plus de compatibilité entre les objets, produits, les composants, les éléments qui seront, les fonctionnalités qui seront proposées. Ça veut dire que les logiques un peu totalitaires qu'on peut voir chez Apple ou d'autres qui essaient de tenir le modèle de bout en bout, etc. Je pense que ce modèle-là ne tient plus, il craque, il fissure de tous les bouts. Et que si ce n'est pas le modèle open source qui va tenir ça, en tout cas, on va aller vers plus de compatibilité et de synergie. Donc, et cette économie de la fonctionnalité, ça serait ça. Ça serait de dire, en tant qu'acteur industriel, je propose quelque chose. Finalement, mon activité, ma valeur n'est pas concentrée sur ce petit élément que j'ai mis à disposition. C'est un support sur lequel je vais travailler beaucoup en apport de connaissances, d'informations, en relation à la pratique, à l'échange, etc. Et finalement, pour que cette petite chose existe dans l'économie, dans le monde complexe de l'industrie, eh bien, il faut qu'il puisse s'agencer et se coupler à d'autres le plus possible. Bon, voilà. En tout cas, aujourd'hui, de toute façon, on est un petit peu en stand-by, dans une espèce de transition un peu compliquée, un peu longue, où on essaie d'y voir un peu plus clair. Mais il me semble qu'il y a une chose qui apparaît nettement, c'est que voilà, cette synergie qu'il faudra trouver. Et que celui qui sera gagnant de ça, c'est celui qui trouvera justement le moyen de pouvoir avoir des greffes comme ça et des accès un peu variés. Ça m'amène à la dernière chose que je voulais dire avant de passer la parole, c'est de saluer l'initiative des étudiants qui ont mis en place un Fab Lab ou quelque chose comme un Fab Lab dans l'école et qui aujourd'hui justement ça arrive à un moment où arrive vraiment le besoin de partager, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus seulement faire de la bidouille dans son coin, c'est pour caricaturer, mais on veut aussi que ça devienne un processus collaboratif au niveau de l'école, donc nous on est engagés, eux sont engagés et nous ont engagés dans cette initiative et on ira voir après ce qui se passe de ce côté-là. Mais je pense que ça répond bien à ce que tu présentes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ça répond directement à ce que je suis en train de dire juste avant. Moi, la question que j'ai comprendre aussi à travers une présentation, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer comme une matière première. Et là on voit une voiture, mais l'exemple du toaster de Maxwell c'est une très bonne démonstration. Il essaie de fabriquer du plastique, il essaie de créer une résistance lui-même en repartant, en
en comprenant le processus industriel, donc le résultat fonctionnel, c'est un résultat plutôt artistique, fabrique un moule en soufflant une souche de bois, exactement. Il prend le charbon, voilà. Il fait toutes ces démarches-là, et on se rend bien compte qu'on ne peut pas se passer d'une processus industriel, toutes les démarches qu'on peut créer, et on est arrivé à une étape où faire fi de toutes ces expériences, de tous ces acquis, c'est recommencer autre chose. Et les expériences comme Bleach, justement, c'est intéressant parce que ça se repositionne en disant bon, ça a aussi une nouvelle matière première, on est mieux à comprendre, et savoir comment elle évolue de manière autonome. Pour ça, le rapport avec le vivant est. Ah oui, je pense. En tout cas, ça permet. L'analogie, la métaphore est facile parce qu'on y trouve beaucoup de. Justement, cette agilité, cette espèce de malléabilité possible du vivant qui évolue. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a quand même des pistes de développement intéressantes qui peuvent se faire. Ouais, d'autant plus qu'historiquement, on n'a pas vraiment d'expérience dans ce domaine-là. Quand on parle du bois, l'usage du bois a été à la base de couper, de former, et pas forcément de l'utiliser dans ses modalités de Bon, tu vas passer l'idée aussi. Alors moi j'aurais une question, je pense que j'ai même en fait un petit peu de mal à formuler finalement, mais en fait quand je vois des gens plugger des fonctionnalités sur des sortes de matrices comme ça qui leur permettent d'aller vers ce serait l'idée d'une personnalisation en fait de leurs outils, est-ce que ça pose pas aussi une question qui ne me semble pas être abordée là, qui est la question de la définition de ces briques primaires et finalement de qui les définit et où se situe l'exercice de cet enjeu-là. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, on dit la liberté, c'est pouvoir associer la géolocalisation avec l'appareil photo. Alors, ça peut tout à fait être le cas, mais n'empêche qu'aujourd'hui, tout le monde joue à la géolocalisation parce que cette brique fonctionnelle est devenue accessible. Et donc, en tant qu'utilisateur de système, à partir de quand est-ce qu'on arrive à retrouver la liberté sur ces aspects-là du système? C'est-à-dire, où est-ce qu'il faut agir, quels sont les interlocuteurs, où ça se situe? Et là, peut-être que là, il y a une sorte aussi de réalité industrielle qui existe, et des niveaux et des degrés. Et il faudrait aussi, je pense que l'exercice de la liberté, qui est nécessaire en fait à la pratique du rêve, à la pratique de l'invention, en fait, elle doit aussi se faire en pleine conscience qu'en fait, on joue avec un grand Lego. Ce grand Lego est designé par quelqu'un, par des gens, il est designé. Et donc, on ne joue pas non plus... pour l'instant, il y a une sorte de fascination de ces objets, on va pouvoir plugger ces choses ensemble, on le fait nous-mêmes. Donc le do-it-yourself devient une sorte de chose fascinante. Et on est dans la jubilation du fait de pouvoir faire soi-même ce qui était inaccessible avant. Et j'ai l'impression que là, il y a aussi une sorte de... Enfin, il y a aussi une sorte de théâtre d'ombre, là, quoi. Ce qui pourrait juste venir nuancer la référence à la différence de qui s'ouvre sur un possible et qui est aussi une impossibilité, alors que là, il y a des cadres qui sont déjà déterminés par un modèle industriel, certes ouvert, certes éclaté, et qui n'est pas totalement la différence dans sa radicalité. C'est sûr, c'est vrai. Mais après, évidemment, notamment les exemples que j'ai montrés, ce qui se réalise aujourd'hui, c'est partiellement satisfaisant. Et puis surtout, ça élimine une partie du problème que vous avez indiqué là, qui est de dire comment on détermine cette espèce de langage commun, de matrice commune, qui fait que finalement, on ne tient pas l'autorité sur ce modèle, ce macro-modèle, à qui on laisse aux gens une part d'action dans ce cadre-là, mais on a vraiment un système qui, de lui-même, est capable de... Alors, ce qui est marrant, c'est que ça rejoint aussi des réflexions qui sont portées sur la structure du web, sur DBpedia par exemple, qui dit maintenant on arrête de structurer des bases à l'avance. Le web, la structuration, ça va être le web qui va de manière un peu agile se structurer. Donc on a une URI et puis à partir de là on peut arriver à structurer une espèce de graphe global en ayant même faire un travail sémantique assez fin, etc. Donc une réforme technique mais qui dit beaucoup sur le fait que l'important, le premier chantier à mettre en place, c'est de mettre en place le paradigme de matrice ouverte.
une matrice ouverte qui, du coup, permet et autorise beaucoup d'accès. Alors, évidemment, ça ne se fait pas comme ça, mais c'est possible. Autant le projet GovLab, enfin GovLab, l'entreprise, elle tient évidemment l'ensemble du modèle, donc elle joue avec ses composants très simplement, mais si on développe ce modèle-là, on se dit est-ce que ça tient toujours? Ben, il semble que peut-être effectivement ça peut tenir. Et c'est là que ça devient intéressant. Et puis cette logique microcontrôleur ou composant, etc., elle n'est pas satisfaisante en soi. On voit bien que si on additionne, on ajoute des fonctions, des plugs fonctionnels, c'est pas ça qui va réformer, ne serait-ce que le même objet en lui-même, etc. Donc peut-être qu'il y a aussi une plus grande ouverture à trouver dans le fait de ne pas penser composant-fonction, mais penser add-on, formel, voilà, une espèce de greffe qui est autre chose, qui amène de l'interaction, qui amène de la prise en main, etc. Enfin, il peut y avoir beaucoup de ressorts là-dessus. Mais Parce que ça définit les standards concrètement. Mais Thomas Lemay, par exemple, il dit il y a un framework, je propose un framework, une espèce de cadre de travail, et puis là-dedans, les gens travaillent et élaborent des choses. On peut peut-être travailler sur ces cadres-là, qui ne sont pas des cadres qui verrouillent la collaboration, mais qui offrent justement une matrice que les gens peuvent retravailler, redéfinir pour faire des choses. Et en même temps, cette matrice, elle peut être agencée de telle sorte à ce qu'on trouve toujours des espèces de biais ou des relations possibles entre toutes les participations. Bon, c'est un combinatoire complexe, mais à mon avis, en tout cas, elle s'illustre assez bien de différents éléments. Justement, c'est que la notion de design, elle est déplacée, enfin, l'objet du design est déplacé, on n'est plus sur le design de l'objet en soi, mais sur le process, sur la méthode de travail. Et cette méthode de travail, ce qui est aussi pour les étudiants, c'est qu'ils voient que c'est quelque chose qui est un objet de design. La notion de collaboration, de partage et tout ça, et pas seulement un objet tel qu'on les connaît, tel qu'on les côtoie toujours. C'est-à-dire que c'est un autre design, c'est vraiment une vraie valeur. Et je remets pas en cause l'idée générale. Je pense qu'en fait c'est un moment très ambivalent. Il y a un peu, tout le monde essaie de tirer un peu parti de la situation, y compris les industriels qui tenaient avant. Maintenant s'ils les perdent un peu, ils les récupèrent un peu autrement. Mais en fait, pour nous, ça pose concrètement la question en fait, est-ce qu'en tant que designer, est-ce que quand on fait du design, on utilise, on est des utilisateurs, et de quoi? Ou bien est-ce que quand on fait de la conception, est-ce que la pratique de conception est une pratique qu'on peut définir comme étant un usage, on peut associer à la notion d'usage en elle-même, ou bien est-ce que la conception est en amont d'un usage? Ça pose finalement la place de l'individu par rapport à ses outils, et de comment il agit en fait sur son environnement. Et là on est bien dans l'ambivalence de dire on a des choses qui sont partiellement conçues à utiliser pour des conceptions, pour des métaconceptions, donc on est vraiment, en fait, on peut mesurer la complexité du sujet, là, vraiment, c'est en train de devenir extrêmement complexe, de définir sa place là-dedans. En même temps, l'échelle est très graduée, donc on a plein de lieux pour se situer. C'est très intéressant. Non, il y a deux choses. Moi, ce qui va être intéressant aussi dans les années à venir, c'est pour l'instant, ça fait un moment qu'on en parle, c'est les systèmes d'impression 3D. Bien sûr. Aussi ça va être au point les imprimantes 3D où les gens vont pouvoir télécharger ou partager en fait des modèles de pièces qui vont pouvoir imprimer. Donc à partir de là, avoir des pièces détachées qu'ils vont pouvoir créer eux-mêmes et développer leurs propres outils. Mais en même temps, voilà, je ne pense pas que ça va devenir. C'est des pratiques intéressantes, mais qui vont rester quand même, à mon avis, qui vont quand même rester minoritaires. Je veux dire, on n'a pas attendu la révolution d'Internet et technologique, les gens avaient la possibilité, par exemple, de pouvoir tricoter leur pull vert depuis longtemps. C'est pas pour ça qu'ils ne vont pas en acheter, parce que question de temps. Il y a une question aussi, là du coup je vais venir ensemble avec ma question aussi. Il y a une question c'est-à-dire que le travail d'un designer, le travail de quelqu'un, il y a un travail de conteur aussi. Raconter une histoire, raconter une histoire aux gens. Les gens sont preneurs pour raconter une histoire aussi à travers aussi n'importe quel acte de création, quel qu'il soit, quoi. Et ils n'ont pas forcément envie d'être le même conteur tout le temps, quoi. Donc c'est vrai que je pense que le côté pyramidal de la création, à mon avis, va quand même bien sûr ça va, le côté pyramidal va se répandre un peu plus, mais il va toujours rester un espèce de
seuil critique en fait. Je ne pense pas qu'il va y avoir un si gros changement de paradigme que ça. C'est vrai qu'il y a souvent une vision un peu de libération dans le do it yourself. On a l'impression qu'on va libérer les consommateurs alors qu'eux-mêmes n'ont pas forcément, finalement, peut-être l'envie d'être libérés. Ils se sentent prisonniers, enfin je sais pas. Ouais, le phénomène est complexe. Moi j'aurais tendance à penser que, évidemment, les choses qui sont balbutiantes, qui débutent, etc., et qui commencent à dire, emparez-vous de tout ça, faites des choses, montrez-nous que vous en avez envie, etc., évidemment ça ne fonctionne pas, évidemment c'est plus complexe que ça, et que si on parle d'acculturation créative, ça montre bien que c'est un phénomène collectif qui s'établit, c'est une espèce de culture. Je pense que le contexte n'est pas anodin non plus dans ce cadre-là. Ce qui se passe aujourd'hui, la manière dont on vit aujourd'hui, fait qu'on peut-être qu'on se laisse plus facilement tenter par ce genre d'initiative. Et puis du fait même qu'on sait, et c'est un peu ce que toi montre aussi, c'est que le fait même de rentrer dans ce processus d'élaboration, de reprise, c'est un processus salvateur, c'est un processus qui permet de percevoir les potentiels que ça ouvre dans l'usage, dans la pratique. Et donc l'utilisateur qui tricote pour la première fois va se rendre compte que finalement, il a là sous la main peut-être la capacité à faire des choses qu'il n'avait pas pu réaliser auparavant. Pour l'instant, c'est peut-être qu'il demande à être éprouvé, il faut voir, je pense que le temps donnera là-dessus. Moi, je suis persuadé qu'on ne peut pas véritablement comparer finalement ce qui consiste à dire qu'on avait de quoi faire avant pour faire des choses et puis finalement on s'est laissé plutôt séduire par le modèle économique qui donne très vite satisfaction de ça. Je pense qu'il y a dans cette dynamique vertueuse la manière de trouver des ressorts où on peut recréer du désir de manière différente. On peut peut-être compter les histoires aussi, mais de manière autre, avec des formes différentes. C'est-à-dire que c'est pas dénué non plus de cette... Voilà. Je ne veux pas dire la mise à bord du designer dans sa culture d'aujourd'hui. Je pense qu'elle existe, elle perdure toujours. Voilà. Mais je pense qu'il y a sûrement d'autres façons d'agir. Et considérer qu'on raconte une histoire en un segment de produit ou en dessinant une seule forme, peut-être que ça révolit. Bon, alors, c'est le moment de vous lever à part. Nicolas, Pardon, Nicolas. Je voulais rebondir justement, justement des quelques échanges là, ça m'a permis. Moi j'avais noté 2-3 petites choses, j'étais en train de m'historique. Et juste à ce moment-là, tu as prononcé le mot salvateur. Et moi j'étais en train notamment en regardant le petit film complètement idéologique de Binder. Derrière tout ça, en fait, au-delà du fait de se dire, ça y est, l'industrie nous permet de redevenir des artisans, plus ou moins vrai, parce qu'effectivement on retrouvait déjà de manière très artisanale depuis le début de l'industrie. Il y avait cette idée de créer un récit qui serait comme une sorte de pansement d'un mythe de la modernité qu'on aura abîmé il y a quelques décennies de ça. Et c'est vrai qu'on retrouve une sorte d'utopie un peu universaliste, de partage, United Colors of the Fab Labs. Et voilà, donc il y a une espèce de sorte de potentiel de réenchantement de la technologie qui semble être à l'heure. Et effectivement, comme une sensation qu'on aura envie de confier ça aux designers, désolé, comme on a pu confier ça à d'autres acteurs de la société, à d'autres moments. Voilà, c'est bien, mais aussi les praticiens, finalement, tout un chacun, comme on peut faire. Nous sommes tous des designers. Non, nous ne sommes pas tous des designers non plus, mais que chacun puisse s'emparer de la technique elle-même, justement, sans être professionnel par rapport à ça. Dans l'idée de l'amateur. Justement, c'est qu'il y a cette idée que la possibilité d'un prêche de méthodologie qui serait du coup dans les mains de la parole, oui. Les designers éclairés qui pratiquent la méthodologie. Du coup, là, je caricature à dessin, mais dans l'autre sens. En vous entendant réagir à la présentation. En sachant que ce qui est en jeu, c'est pas simplement un partage des compétences, mais c'est un partage des sensibilités. C'est pour ça qu'il y a une sensibilité spécifique peut-être du designer. Alors, la sensibilité spécifique du designer. D'abord. Très rapide. Il a débuté sa carrière en tant que critique d'art. En 1998, il a fondé la revue en ligne panoply.org et puis exploré avec
de nombreux artistes les nouvelles possibilités offertes par un média qui est encore naissant, à savoir Internet. En 2001, Panoply.org devient le studio Panoply et il a développé des interfaces numériques et des productions multimédia pour des institutions culturelles et des marques comme Kenzo, Arte, le ministère de la Culture, le Palazzo Grassi, le Veuve Clicquot, etc. Le studio Panoply a reçu de nombreuses récompenses pour son travail, le club des directeurs artistiques, les Clics d'or, les Webby Awards et le prix de la SCAN, entre autres. Voilà. En parallèle de ça, Bruno développe des fictions interactives, des jeux et des univers persistants. Et depuis quelques années, il travaille aussi sur des productions pour le cinéma. Donc en 2008, il a été scénariste du film de Collectress, une coproduction franco-lituanienne. Elle pourrait nous en dire un petit mot. Il a été le lauréat du meilleur film lituanien en 2008. Et puis en 2010, il travaille en tant que scénariste et producteur, production designer sur le film Vanishing Way, plus ambitieux, qui est en post-production en ce moment. Donc voilà, son intervention s'intitule Une esthétique des jeux vidéo ou comment il continue de questionner les codes de représentation de l'histoire de l'art. Non, enfin, voilà, pour présenter, je ne savais pas trop un peu, c'est vrai que ça va partir un petit peu dans tous les sens, ça va être un peu jazzy. Problématique, les faibles, oui, pour l'instant, on mangera. Non, voilà, on s'est intéressé aux jeux vidéo il y a déjà très longtemps. Commencer à réfléchir un peu en fait, dans mon parcours, moi je viens des arts plastiques. Je suis aussi histoire de l'art, art contemporain aussi. Une génération un peu qui est née avec les jeux vidéo. Et donc toujours été intéressé par les jeux vidéo, fasciné par ce médium. Et donc en grandissant un petit peu et du fait de mon cursus, j'ai essayé de réfléchir un peu au point de convergence qu'il pouvait avoir entre le jeu vidéo et l'histoire de l'art. Parce qu'en fait, j'ai toujours considéré en fait que le jeu vidéo était une forme d'expression, créative et artistique à part entière, et qu'en fait il s'inscrivait dans une continuité finalement d'une histoire de l'art. Donc essayer de faire une petite présentation, on va faire ça très rapidement. Donc en fait, le jeu vidéo comme forme artistique, le jeu vidéo comme toute forme artistique se pose un peu fonctionne sur différents moteurs en fait. Et un de ces moteurs est la question métaphysique. La question métaphysique, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà des apparences, qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette porte, qu'est-ce qu'il y a au-delà du prochain niveau. Donc il y a toujours cette question un peu d'une exploration d'un espace ou d'une exploration d'une altérité. Donc cette question métaphysique, en fait, cette question métaphysique, c'est cette quête un peu métaphysique, on va dire qu'elle se développe sous deux formes, en fait. Donc, en fait,
Donc cette question métaphysique, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà des apparences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière le voile du visible, quel peut être l'invisible en fait. Et en fait, cette représentation de l'invisible, dans l'histoire de l'art, elle s'est solutionnée de deux façons, c'est-à-dire en creux, ce que j'appelle en creux, c'est-à-dire l'imitation du réel, le réalisme, c'est-à-dire on va représenter l'invisible en représentant ce qui est visible, et l'invisible va apparaître tel quel en fait, enfin pas en creux, ce que j'appelle en creux. Donc dans le jeu vidéo, depuis le début, il y a une espèce de quête de ce qu'on appelle du photoréalisme ou de l'hyperréalisme. C'est-à-dire que depuis le début du jeu vidéo, il y a une espèce de fantasme comme ça de faire plus réel que le réel. Et on arrive, par exemple, là dernièrement, il y a un jeu qui est sorti, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Skyrim, certains peut-être connaissent, où c'est la recréation d'un monde médiéval mais complet avec des évolutions de la météo, la moindre vie, en fait, on se balade, il y a les moindres fourmis sur les troncs d'arbres, il y a les poissons qui sautent dans les rivières et tout ça. Et il y a un critique de jeux vidéo qui a dit voilà, enfin, devant l'immensité des possibilités et la représentation comme ça aussi bien de l'infiniment grand que de l'infiniment petit dans ce jeu, il y a vraiment un sentiment métaphysique qui se dégage. C'est-à-dire que vraiment on a l'impression qu'il y a quelque chose d'autre au-delà. Donc le jeu vidéo depuis le début en fait voilà, questionne aussi ces problématiques. La représentation de l'invisible aussi, il y a aussi une autre réponse qui est ce que je vais appeler l'inverse en creux, en plein, c'est-à-dire essayer de donner une forme à l'invisible. Et donc ça c'est par l'art visionnaire ou l'art fantastique. Donc depuis le début du jeu vidéo, il y a une recréation comme ça toujours d'un bestiaire, il y a toujours les recréations de mondes visionnaires comme ça, qui se sont développés. Donc voilà, donc la première c'est la question métaphysique, la deuxième, ce que j'appelle la question esthétique, c'est-à-dire comment on représente un espace, quel type de représentation de l'espace on adopte. Et après, dans un deuxième temps, la représentation des processus d'interaction, c'est-à-dire comment on interagit dans cet espace. Pour la représentation de l'espace, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a dès le début, enfin, que le jeu vidéo a adopté des représentations de l'espace qu'on retrouve traditionnellement aussi dans les histoires de l'art. Par exemple, dans ce qu'on appelle les God Games, jeux de simulation de ville, SimCity ou Civilization ou quoi, on est dans un point de vue isométrique, c'est-à-dire vue de haut. On a le point de vue un peu d'un démiurge, d'une divinité. Et ça, c'est un système de représentation, par exemple, c'est un système de représentation du monde qu'on retrouve dans l'art asiatique. Pas mal, parce que justement, l'art asiatique, en fait, la culture asiatique, adopte ce point de vue, c'est-à-dire l'homme n'est pas le centre du monde, mais est un élément parmi d'autres du monde, donc du coup le point de vue est un point de vue un peu global comme ça et englobant. Et donc c'est intéressant de voir que le jeu vidéo adopte aussi ce point de vue, enfin certains jeux vidéo adoptent ce point de vue en fait pour exactement cette même vision du monde. Là on voit d'ailleurs les analogies. Donc à l'inverse en fait en Occident à partir de la Renaissance du fait culturel, c'est-à-dire que l'homme est placé au centre du monde, l'homme est le centre de tout point de vue, et donc du coup on développe la perspective mathématique, la perspective cavalière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que donc les jeux vidéo voulant représenter le monde du point de vue de l'être humain, donc développe aussi cette 3D avec cette perspective cavalière. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que vraiment il y a par exemple les points de vue isométriques, jusqu'à encore très récemment,
les jeux à point de vue isométrique avaient beaucoup plus de succès en Asie, au Japon. Par exemple, tout ce qui était RPG, tout ça, a été pendant longtemps développé en vue isométrique et fonctionnait assez mal en Occident, se vendait assez mal. Par contre, tous les jeux en vue subjective, ce qu'on appelle les FPS et tout ça, se vendaient très bien en Occident, mais fonctionnaient très mal au Japon. Donc, on trouve vraiment cette continuité, en fait, et cette différence de point de vue comme ça, culturelle. Donc dans la perspective cavalière, donc il y a deux types de points de vue dans le jeu vidéo. Donc il y a la vue à la troisième personne ou la vue à la première personne. Et donc on retrouve aussi dans des problématiques de représentation, c'est-à-dire d'une modélisation du monde et d'une réinterprétation du monde selon des rythmes, selon des rythmes colorés, selon autre chose qu'une figuration. Donc on retrouve aussi les mêmes problématiques, par exemple avec l'abstraction lyrique. On trouve des jeux qui interrogent ça, qui sont souvent ce qu'on appelle d'ailleurs les rhythm games, les jeux de rythme, et qui explosent complètement l'espace et qui n'ont pas une représentation, on va dire, figurative de l'espace. Donc ça, les rhythm games, c'est plutôt pour l'abstraction lyrique. Et finalement, on retrouve aussi on retrouve par exemple dans l'art islamique, c'est-à-dire une représentation du monde qui n'est pas figurative mais qui est géométrique. On retrouve ça également dans ce qu'on appelle les puzzle games. Donc voilà, ça c'est les systèmes, on va dire, de représentation d'espace, mais à partir, on va dire, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, l'art s'est posé des nouvelles questions, c'est-à-dire est-ce que notre représentation du monde se limite à une représentation, on va dire, spatiale, ou est-ce que notre représentation du monde, notre jeu avec les codes du monde, est aussi sur les liens, sur les rapports qu'on a avec ce monde. Donc à partir de là, dans les années 70 par exemple, est apparu les performances et tout ça, et l'idée en fait c'était d'utiliser les codes d'interaction sociaux qu'on peut avoir et de les détourner, de les transformer, de les utiliser, et on retrouve ça également dans le jeu vidéo. Voilà, le jeu vidéo, en fait, ce qu'on appelle l'interactivité, en fait, en informatique ou dans le jeu vidéo, n'est rien d'autre, en fait, que la représentation des systèmes, qu'une métaphore des systèmes d'interaction qu'on a dans le monde réel. Je parle avec vous, j'ai une interaction. Si je prends cet objet et que je laisse tomber, il y a une interaction qui est soumise à des règles, à des lois, ce qu'on appelle le modèle physique. Et en fait, dans le jeu vidéo, on va dire les créations électroniques, ne font que finalement modéliser ces systèmes d'interaction-là pour créer des briques qui permettent ensuite de les combiner ensemble et de créer du sens, de créer des métaphores. Donc il y a l'interactivité objective, qui est ce que je disais, voilà, toute la simulation des modèles physiques. Et l'interactivité, ce qu'on appelle le subjectif, qui est vraiment l'interaction entre les personnes. Donc, cette interactivité subjective, elle peut se développer sous différents types de modèles. Donc il y a un premier modèle qui est l'affrontement direct, notre modèle qui est la collaboration, et puis on peut d'accord, la collaboration, modèle qui est séduction aussi, donc il y a des jeux qui reprennent ça également. Donc voilà. Voilà, après ça c'est sur les systèmes, en fait, les systèmes dominants imaginaires, en fait, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'en fait les jeux vidéo développent des représentations de mondes imaginaires, mais ces mondes imaginaires sont souvent très, on va dire, stéréotypés,
est basé souvent sur, on va dire, une vision très, soit de l'heroic fantasy, qui est une vision des mythologies assez nordiques, et qui se développe pourtant dans le monde entier, c'est-à-dire on fait très peu référence à, on va dire, aux mythologies sud-américaines, la mythologie asiatique un petit peu à travers les jeux Final Fantasy, mais finalement assez peu. On se rend compte que finalement dans les modèles d'imaginaire dominants sont très localisés. Voilà un petit peu, enfin en tout cas une mise en contexte un petit peu de nos recherches, un petit peu un cadre, une matrice, parce qu'on travaille beaucoup par système de matrice en fait. L'idée en fait c'est de créer des matrices narratives, et ces matrices narratives en fait ces grilles servent un petit peu à partir de là à assembler, à agglomérer différentes choses, différentes qui soient aussi bien formelles que conceptuelles. Voilà déjà s'il y a des questions sur ça déjà dans un premier temps. J'étais juste en train de me dire qu'en fin de compte, il y a une espèce de contradiction entre la nécessité de créer un monde imaginaire, donc un monde qui n'existe pas, et puis la volonté de coller le plus possible au réel pour faciliter la projection en fait. Donc dans les mondes vidéo, mais aussi dans la science-fiction, le cinéma, la 3D de façon générale. Oui, il y a ces... presque... Il y a ce... qui est plutôt à l'avantage actuellement de plus en plus au libéralisme en fait. C'est vrai qu'il y a pas mal d'expérimentation sur des mondes vraiment imaginaires et tout ça, de plus en plus, où disparaissent. Ce qui va être intéressant par exemple, les Mario. Les Mario en 3D étaient très intéressants parce que justement, ils travaillaient par exemple sur un fantasme qui était les transformations des lois de la physique. C'est-à-dire dans Mario, par exemple, on peut à un moment donné activer un interrupteur qui va complètement transformer le haut et le bas, ou qui va complètement transformer les propriétés physiques de certains objets. Et ça, en fait, il y a une grosse phase d'expérimentation il y a quelques années, mais finalement, c'est en train de se perdre de plus en plus au profit de vraiment de processus hyperréalisme très cadré. Je vais aborder, c'est la partie des jeux indépendants, qui est justement l'imaginaire qui tend à ne plus être réalisme, qui revient le oldies, le pixel, et d'un côté les commerces qui fait de belles images plaire, et de l'autre côté les gens les vrais joueurs qui aiment plus des oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que le truc c'est que voilà, les productions, les grosses productions mainstream coûtant de plus en plus cher, c'est vrai que les éditeurs et les développeurs de jeux vidéo vont vers le plus grand dénominateur commun, quoi. Donc automatiquement vers quelque chose que les gens peuvent identifier assez facilement et très rapidement, donc vont vers ce réalisme et cet hyperréalisme. Vont aussi vers ces univers, on va dire, à la fois ou de science-fiction ou d'heroic fantasy qui sont très normés et qui sont très identifiés paradoxalement dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est un modèle vraiment culturel qui a été imposé, qui, dire, aussi bien en Amérique du Sud, où il s'identifie à des modèles de mythologie nordique, quoi, de vikings. C'est ça qui est assez étonnant, aussi bien au Japon, mais bon, en tout cas, oui, c'est ce modèle. Et c'est vrai que la scène indépendante, c'est-à-dire que les modes de distribution aujourd'hui s'ouvrant avec la possibilité du téléchargement des jeux, les Xbox Live, les PlayStation Network et tout ça, qui permet aussi et aussi la distribution comme les Apple Store et tout ça, donc sur tablette, qui permet vraiment, les Android Store, qui permet de diffuser les jeux, en tout cas de manière plus... en se
construisant un peu les modèles de distribution habituels, permettent à la scène indépendante de se développer. Cette scène indépendante, c'est vrai qu'elle-même est beaucoup plus, a tendance à expérimenter beaucoup plus et à pas aller dans ces codes hyperréalistes pour deux raisons d'ailleurs, par goût et aussi par économie de moyens, parce que c'est vrai que c'est aussi une économie de moyens. Finalement, l'économie de moyens fait travailler l'imaginaire. Comment dire ça, mais c'est... Non, mais d'un côté non, parce que Miyamoto, qui a interviewé récemment, a dit que justement, le super réalisme, il ne l'aura jamais. Il va faire une nouvelle licence en peu de temps, et que pour lui, l'imaginaire, complète la côté du réalisme, et qu'il n'y a pas besoin de... Plus on essaie de tendre vers le réel, moins l'imaginaire se perd, et là, tendre vers un film, ce sera pareil. Moi je pense qu'il faut essayer de faire attention de ne pas non plus exercer un clivage hyper-réalisme ou égale sophistication du jeu, égale grosse production, et gros pixel égale petite société indépendante. Je trouve que l'hyper-réalisme dans le jeu, il a un intérêt qui est aussi de recréer un univers, qui a donc une capacité qui est très immersive aussi pour le joueur, et donc qui permet de focaliser la création du jeu, le design du jeu, sur une qualité narrative. C'est ce qu'on a développé le cinéma pendant tout le XXe siècle. René Méliès, quand il cherche à recréer des univers aussi, lui aussi il cherche ce réalisme. Donc du coup, je pense qu'il n'est pas forcément réducteur. Il est juste, c'est juste qu'il demande des gros moyens et qu'effectivement l'industrie, en tout cas les grosses entreprises, les ont. Ensuite, c'est vrai que d'un autre côté, on peut aussi critiquer la scène indépendante quelque part, qui reste avec donc, son économie de moyens. C'est ce que je disais en fait. Je disais que voilà. C'est pas forcément un choix esthétique, c'est aussi des fois une économie de moyens, une facilité d'aller vers le gros pixel et du coup de le prôner comme un choix qui des fois est plutôt une contrainte. Et si on donnait les moyens à cette scène indépendante, ils iraient peut-être vers l'hyperréalisme également. C'est pas ce qui définit forcément la qualité du jeu et de play. On est d'accord. De toute façon, enfin, voilà, ce que je voulais montrer, c'est que si on regarde un petit peu le jeu vidéo, on peut faire une analogie avec l'histoire de l'art, et de la même façon que dans l'histoire de l'art, on a des, c'est pas un processus linéaire, mais on a des processus cycliques, et le jeu vidéo c'est pareil, enfin, il suit un peu les mêmes courbes, quoi. Il va avoir des... je vais montrer par exemple, bon, ça c'est un projet qu'on a fait en 2002, un projet de jeu donc, qui s'appelle Society, certains connaissent peut-être. Donc l'idée c'était de développer 4 univers. Je pas de son. Quatre univers différents, et ces 4 univers différents étaient basés sur des stéréotypes esthétiques. Le premier, donc, ce qu'on appelle l'univers organique, donc c'était justement sur on va dire un stéréotype esthétique qui est en fait tout ce qui est le bio-art, l'art organique, mais qui va à la fois, qui part, on va dire, de Rubens, du baroque, en passant par Hans Arp, les montres molles de Dali. Et on arrive à justement l'esthétique Mario, très ronde et très organique aussi. Il y a tout on va dire, une espèce d'ensemble formel comme ça, de liens de tissage de famille. Donc on avait volontairement forcé le trait, quoi, en ayant tout très organique et très tatoïde. Donc là, le but de cet univers, en fait, c'était un jeu multijoueur. Donc, en fait, d'autres internautes qui étaient connectés en même temps que nous, en fait, étaient représentés par un avatar qui avait à peu près la même forme que la nôtre. Et le but, en fait, c'était de se reproduire. Pour se reproduire, il faut aller dans un endroit spécifique, l'alcôve, sauf que là, on est trop jeune au début, on ne peut pas y accéder. Et donc, pour grandir, ce qu'il faut
faire, en fait, c'est manger. Pour manger, c'est eux qu'on mange, il faut les attraper. Troisième, je serais bon pour reproduire. Donc là, on se retrouvait dans l'alcôve. Donc là, on a mis un bot, parce qu'il n'y avait pas d'autre internaute connecté. Donc, imaginons que ça, c'est soit un autre internaute. Dès qu'on se rapprochait, en fait, de cet internaute, en fait, il y avait une fenêtre qui affichait, une proposition d'accouplement. Donc si on cliquait, ça lui envoyait la proposition. Et donc s'il acceptait, se lançait une petite animatique comme ça. Donc voilà, là c'était ce qui est... Voilà, au bout de 3, je m'en rappelle, on va en faire une autre. À chaque fois, il y avait une technique, on avait étudié différents types de reproduction animale ou de sport, de champignons, végétales, et on s'était inspiré en fait d'un mode d'accouplement. Déjà fait. Donc c'est bon. Là donc on pouvait les pondre à un œuf. Donc on laissait son email et quelques semaines plus tard, quand l'œuf allait éclore, on était averti. Donc on découvrait avec horreur que ce qui sortait de l'œuf en fait étaient les fameuses bestioles qu'on bouffait juste avant. Donc voilà, en fait, en tout cas, voilà, l'idée de montrer que dans le jeu vidéo, on est à la fois dans une, on va dire dans un design d'espace, mais aussi dans un design de processus d'interaction entre les gens, des processus sociaux, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo. Le deuxième univers était plus basé sur, on va dire, une espèce de gothique romantique, en fait. Gothique moyenâgeux, mais cette espèce d'esthétique aussi qu'on retrouve donc avec à la fois aussi dans certains jeux vidéo, les survival et tout ça, ce qu'on appelle les survival horror. Donc, là en fait c'est pareil, là c'était multi-utilisateur, donc en fait les autres internautes qui étaient connectés se voyaient représentés sur la forme de cet avatar, mais vous voyez vous représenté sous la forme d'une espèce d'araignée assez affreuse. Et vice versa. Et quand on voulait communiquer du coup avec ces araignées, enfin si jamais on essayait de discuter, en fait on avait inversé dans le chat, on a inversé les lettres. Et donc les gens, s'ils ne comprenaient pas le système, en fait comprenaient rien à ce que les autres leur racontaient. Et donc avaient plutôt tendance à ne pas aller vers cette espèce de monstre d'araignée noire qui en plus parlait bizarrement. À savoir que vous percevez exactement comme ça aussi. Et comme c'est une espèce de labyrinthe, l'idée c'était de collaborer pour donner les bons plans pour sortir. Mais sauf que les gens en fait ne collaboraient pas parce que tout le monde avait peur de tout le monde en fait. Donc finalement les seuls qui pouvaient à la limite s'en sortir, c'est ceux qui allaient au-delà, qui dépassaient un peu ce premier a priori quoi, et essayer de collaborer avec ces fameuses araignées. Donc là le problème c'est que voilà, si je veux passer, le passage est bloqué, donc le seul moyen de passer,